vous êtes un des leaders du réseau RESF des Bouches-du-Rhône, c'est bien ça? Oui, enfin le terme leader, je ne le revendique pas et personne ne le revendique ici. Animateur plutôt, actif en tout cas dans le réseau, oui. Alors aujourd'hui se tient à Marseille une réunion importante sur le point concernant RESF et les actions qu'il y a à mener. Alors vous pourriez un peu nous décrire aujourd'hui où on en est. Il y a eu les élections présidentielles. Qu'est-ce qui aujourd'hui a avancé ou reculé? Qu'est-ce qui pose problème? Quelle est la situation sur les Bouches-du-Rhône et comment se positionne RESF par rapport à ça? Bon, aujourd'hui, voilà, 1er septembre 2007, ça fait 2 ans que le RESF existe sur les Bouches-du-Rhône. Ça fait 3 ans au niveau national et il convenait de faire un point, un bilan des 2 dernières années et aussi voir la suite, les perspectives du réseau au regard effectivement de la nouvelle situation politique, à savoir l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidentielle et la victoire de la droite aux législatives, donc au moins 5 ans avec une politique dure en matière d'immigration. Et bon, le but du réseau étant de ne pas exister ad vitam aeternam, mais au contraire de pouvoir gagner, c'est-à-dire revenir sur la législation et permettre que les jeunes sans papier scolarisés, les parents d'élèves ne soient plus inquiétés et que au moins si un enfant est né en France, c'est le droit du sol et donc titre de séjour. Bon, là, on est rentré dans une phase avec l'élection de Nicolas Sarkozy qui nous amène au moins jusqu'à 5 ans, et donc il va falloir avoir de l'endurance, il va falloir rassembler largement, et cette réunion a un peu cet objet, faire le point de l'activité du réseau depuis ces 2 dernières années, et voir quels axes, quel fonctionnement, quelle stratégie, quels buts éventuellement sont un petit peu à rediscuter collectivement avec l'ensemble des organisations et des individus qui constituent le réseau. Donc voilà, lever un petit peu en cette rentrée la tête du guidon parce qu'on l'a eu comme toute l'année scolaire, on l'a eu aussi pendant les vacances où on a eu un système de veille comme un peu partout en France. C'est la rentrée, tout le monde est revenu, c'est très bien. On se félicite que dans la situation de l'été où tout le monde avait un peu la tête dans le sac après l'élection et puis les mesures que la droite a prises, RESF était peut-être l'une des seules organisations, ou plutôt réseaux, à résister, à faire parler de lui et surtout à défendre les droits humains et fondamentaux des personnes qui n'ont pas de droits, les plus précarisés en France, à savoir les sans-papiers. Maintenant, tout le monde est revenu, il faut pouvoir assurer une rentrée sociale et des perspectives. Alors je suis venue, moi je suivais un petit peu ce qu'ils font au niveau national par rapport aux expulsions qui ont eu lieu, y compris dans d'autres régions, donc en m'informant comme n'importe quel citoyen. Et c'est une action que j'estime plus que légitime et indispensable, donc j'avais envie d'en savoir un peu plus. Je ne suis pas moi-même enseignante, ni même parent d'élèves, mais disons que là, si je suis là aujourd'hui, j'ai des amis qui sont eux-mêmes enseignants et qui ont été impliqués aussi en tant que parents d'élèves. Donc j'ai su que cette réunion avait lieu grâce à eux. On est venu à plusieurs, c'est aussi parce qu'on en a beaucoup parlé entre nous, pour voir un petit peu s'impliquer dans le réseau, c'est-à-dire à la limite, à chacun à son niveau, pouvoir faire le relais quand il y a besoin qu'une info soit passée sur un cas urgent ou donner des coups de main. Donc je suis venue voir ce qui était possible, quoi. Le rôle qu'a joué la FCPE en tant que fédération dans cette lutte pour protéger les enfants scolarisés et dont les familles n'avaient pas forcément les papiers. Oui, bonjour, merci. Eh bien, c'est tout simple. La FCPE est une association de parents d'élèves qui se sent fortement impliquée dans le combat des enfants sans papier, forcément, et qui par ailleurs s'est toujours impliquée. C'est-à-dire que depuis la création du réseau
Éducation sans frontières dans les Bouches-du-Rhône, la FCPE a été partie prenante de la construction et de la création de ce réseau, au même titre que les syndicats enseignants et d'autres d'ailleurs, et toute une série d'autres personnes, des militants individuels, des militants de partis politiques. Nous étions tous côte à côte pour défendre les mêmes valeurs qui sont des valeurs de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce qui nous a motivés et mobilisés dans ce combat, c'est que effectivement, pour nous, il est hors de question d'admettre que des enfants puissent être retirés de leur salle de classe, retirés du voisinage de leurs enfants, retirés de l'enseignement de leurs professeurs, tout simplement parce qu'ils sont des enfants qui n'auraient pas de papier. Non, l'éducation pour nous est une chose qui va de soi, l'éducation pour nous est une chose qui doit être absolument respectée et que l'on doit donner à tous les enfants vivant sur ce territoire de la même façon. Aujourd'hui, elle en est où cette circulaire Sarkozy ? Aujourd'hui, on a tourné la page, cette circulaire Sarkozy est enterrée. 8 cas sur 10 ont été rejetés, seulement un cinquième des dossiers ont été retenus. La plupart des recours qui ont été faits face à ces rejets n'ont pas donné suite. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, cette circulaire Sarkozy qui avait suscité beaucoup d'émoi auprès des familles de sans-papiers a été un échec, a été une mise en scène gouvernementale pour montrer que M. Sarkozy pouvait faire preuve un petit peu d'humanisme, mais ça a été malheureusement juste un jeu qui a servi à ficher les sans-papiers, à trouver leurs adresses, puisqu'ils se sont rendus à visage découvert dans les préfectures, ils ont déposé des dossiers, ils ont dit où ils habitaient, ils ont dit où ils travaillaient, ils ont dit où leurs enfants étaient scolarisés, donc ils sont aujourd'hui à la proie de n'importe quelle arrestation. Et donc nous essayons aujourd'hui de faire, malgré tout, de tenter de protester contre ces arrestations. Quelle est la situation des Bouches-du-Rhône aujourd'hui? Est-ce qu'on a une augmentation des actions policières, d'expulsion? Comment ça se passe? Non, il faut le reconnaître. La politique que les préfectures adoptent sont complètement à la fois autoritaires et disparates. On l'a vu avec l'exemple même de la circulaire du 13 juin 2006 où les parents d'enfants scolarisés auraient dû être régularisés, et ici comme ailleurs, il n'y en a eu que 20% qui l'ont été. Mais on peut aussi voir qu'il y a des préfectures qui régularisent plus que d'autres, il y a des préfectures qui raflent plus que d'autres, qui vont à domicile chercher les familles, les parents plus que d'autres. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est pas le cas, c'est-à-dire on régularise pas plus qu'ailleurs, ça c'est vrai, et plutôt moins qu'ailleurs. On expulse plus, en général, durant cet été notamment, mais parce que Marseille est un centre, il y a le port, il y a l'aéroport, il y a le centre de rétention, et donc ça permet l'expulsion de nombreuses personnes. Et de toute façon, c'est ce qui a été demandé par le ministre Hortefeux, d'accélérer les reconduites pour arriver à l'objectif de 25 000. Donc la préfecture a communiqué sur le fait que mois de juillet et mois d'août, il y avait eu 370 expulsions par mois, sachant que le mois d'août n'était pas terminé, et que ça correspondait à une moyenne un peu supérieure par rapport à la première partie de l'année. Ceci dit, pour ce qui concerne les jeunes sans-papiers scolarisés et même les parents, alors qu'ailleurs, comme j'ai dit, il y a des rafles à domicile, il y a de l'acharnement pour expulser coûte que coûte des familles avec enfants qui sont internées pendant 15 jours ou 30 jours dans les centres de rétention. Ici, bien que le centre de rétention puisse accueillir des familles, des enfants, pour l'instant, la préfecture ne s'y risque pas, très clairement. C'est pas possible je pense ils savent raison garder, que par ailleurs leurs quotas sont largement atteints avec la reconduite de personnes célibataires, ce qui correspond pour le coup à une chasse aux sans-papiers, à des contrôles et à des rafles multipliées. Mais pour ce qui concerne les arrestations et de parents d'élèves, on n'en a eu qu'un seul, à notre connaissance, cet été expulsé au début juillet, un seul parent d'élèves, pas d'enfants, pas de jeunes majeurs.
Et le centre de rétention n'accueille jamais de familles avec enfants. C'est arrivé une seule fois et c'était un transfert de Toulouse. Donc on peut considérer que la préfecture des Bouches-du-Rhône sait raison garder en ce qui concerne en tout cas les familles. Bien sûr, c'est pas anodin, c'est aussi en fonction de l'activité du réseau qui est forte ici. Ben, inquiète pour moi, non. Évidemment, oui, je pense que c'est assez grave. Enfin, notamment lorsqu'on arrive à toucher à des... Enfin, lorsque ça concerne des enfants qui sont scolarisés, dont on brise un peu le parcours lorsqu'on sépare des familles. Enfin, lorsque, si vous voulez, la loi devient suffisamment abstraite pour ne plus tenir compte de considérations qui sont purement humaines. C'est-à-dire l'application de la loi dépasse le... Enfin, pour moi, il y a le respect de la loi et après, il y a la nature humaine et la solidarité spontanée qu'on doit avoir, quelle que soit la situation légale. Et puis surtout, on a fait des régularisations qui ont été... Il n'y a pas eu d'équité réelle dans le traitement des cas, et ça c'est scandaleux, parce qu'il y a un manque aussi d'information, les gens ne savent pas quels sont leurs droits réels, quoi. Voilà. L'immigration est bien la résultante de facteurs économiques et politiques, mais qui dépassent le territoire national, puisque la politique européenne qui s'est mise en place est une politique de protection, mais le terme n'est pas le bon, mais ça s'appelle comme ça, protection des frontières. C'est-à-dire que l'Europe va devenir une forteresse sur les portes desquelles, ou plutôt les grillages desquelles, nos frères humains vont continuer à s'écraser, et voilà. Et c'est une politique qui est d'autant plus contestable et à contester qu'elle pourrit la planète et qu'elle est en train de nous tuer. Donc au travers de notre action, donc l'éducation est essentielle pour justement avoir la parole et non pas la violence, et que ça s'étende effectivement à tout être humain. Mais bon, je suis pas sûre que le fait que l'homme ait de l'intelligence soit une bonne chose. Pour se renseigner directement auprès des administrateurs locaux, dans chaque secteur FCPE se trouve un administrateur qui est désigné. Ces administrateurs, on peut trouver leur nom et leurs traces et leurs coordonnées très simplement en appelant la fédération départementale de la FCPE 13. Ce numéro de téléphone est un numéro de téléphone que l'on peut se procurer très facilement. On peut le trouver aussi bien sur les pages jaunes de l'annuaire que directement si l'on a Internet sur les services Internet. Sinon, je vais le donner quand même. C'est le 04 91 61 28 84. Voilà, donc ce numéro de téléphone, il ne faut pas hésiter à l'appeler, il ne faut pas hésiter à demander à avoir un contact avec un administrateur local, il ne faut pas hésiter même à demander à avoir un entretien avec le président départemental de la FCPE. Vous avez aussi eu à gérer une mise en cause judiciaire avec un jugement qui doit se passer en octobre, je crois. Alors, par rapport à ça, où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes dans une situation d'attente, ou alors vous avez déjà mis une stratégie un peu en place par rapport à votre défense sur cette question? On peut rappeler que c'était suite à Marignane, une expulsion de M. Doubi, c'est ça, et qu'on vous accuse d'avoir utilisé votre véhicule pour menacer les forces de l'ordre, c'est ça? Effectivement, je suis convoqué au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 22 octobre. Pourquoi? Parce que le 11 novembre 2006, il y a eu un parent d'élève de mon groupe scolaire qui était arrêté, placé en centre de rétention,
et qui devait subir une tentative d'expulsion à Marignane. Le groupe scolaire, le collectif sans-papiers, la CGT, puisqu'il avait déjà été... on avait essayé de l'expulser par bateau 2 jours plus tôt. Bon, bref, il y a eu une grande manifestation sur Marignane. Il se trouve que j'ai suivi la voiture de police avec mon véhicule personnel quand ils amenaient le parent d'élève sur l'aéroport. On m'accuse d'avoir été dangereux avec mon véhicule. Bon, voilà, après ça, c'est des choses qui ne sont pas vraies, où il y a des témoignages, où il faudra assurer une défense sérieuse, quoi, tout simplement, pour démontrer que je suis un enseignant et pas un dangereux délinquant, tout simplement. Après, non, on n'est pas dans l'attente. On n'a pas été dans l'attente quand il y a eu la première audience le 20 avril, où on a entendu pas mal parler localement et même nationalement. Ça constitue une forme de criminalisation de l'action militante, de l'action de solidarité, hein, comme si la solidarité devenait un délit. Donc on veut faire du bruit autour de ça à travers mon cas pour dénoncer des procès qui se multiplient. Il n'y a pas que moi, il y a aussi des gens qui sont mis en garde à vue, poursuivis judiciairement parce que dans les avions, notamment les avions Air France, ils protestent contre la présence de sans-papiers ligotés, scotchés dans le fond de l'avion, bâillonnés. Et ces personnes, parfois, voilà, sont descendues de l'avion, placées en garde à vue et ont des poursuites judiciaires. C'est le cas d'un conseiller régional, du vice-président du conseil régional de la région Rhône-Alpes, François Auguste, qui passe en procès le 26 novembre à Lyon. C'est le cas de quelques autres personnes. Donc c'est vrai qu'on prépare ça activement pour dénoncer cette forme d'intimidation. Et donc on fera des manifestations, des projections débats, des rencontres, dans la semaine qui va précéder cette mobilisation autour du 22 octobre, le procès à Aix-en-Provence, où bon, il est d'ores et déjà prévu un rassemblement à 14h devant le tribunal. Non, on n'est pas dans l'attente. Pour terminer, donc, si on est intéressé par l'action du réseau RESF, on contacte qui et comment ? Le plus simple, il y a un numéro de téléphone du réseau sur les Bouches-du-Rhône, donc 06 31 32 48 65, 06 31 32 48 65. C'est encore le meilleur moyen pour prendre contact avec le réseau. Après, il y a beaucoup d'informations qui circulent par liste internet. Donc bon, il faut être connecté, mais aujourd'hui c'est vrai que ça devient un petit peu indispensable. Et il y a des listes de diffusion, certaines très actives, d'autres juste pour être informés des réunions, des actions du réseau. Donc par ce numéro de téléphone, on arrive à pouvoir rentrer en contact avec le réseau. Et il n'y a pas besoin d'être un super militant, un syndicaliste, un grand politicard pour rentrer dans le réseau. Au contraire, ça se veut une structure très souple, très ouverte, dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent parce qu'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de conseil d'administration, c'est une structure horizontale qui veut que ceux qui ont les bonnes idées, tout le monde essaye de les mettre en œuvre. Et voilà, on invite tout simplement, vu la situation politique, un maximum de personnes, dans le cadre des établissements, mais plus largement, à rejoindre l'action du RESF.